faire passer, justement, oui, oui. Mais moi, j'ai le droit à toutes les interviews possibles, c'est rigolo. Je m'amuse. Et il y en a qui t'ont révélé des choses que tu n'avais pas pensé dans le bouquin, ça arrive parfois. Des interprétations, oui. Plutôt des interprétations. C'est parfois désarmant de se dire, tiens, j'avais pas pensé à ce truc et c'est vrai, ça tient la route. Quoi. Ouais, exactement. Non, mais ça me désarme, ça m'intéresse, mais ça me désarme pas plus. Par contre, c'est vrai, quand j'ai une interview, faire une interview comme j'ai fait avec Eddie Kekelberg, c'est quand même du plaisir. C'est un pro, hein. Ah ouais. Ah, mais c'est un pro, puis c'est un mec qui est cultivé, qui lit ton bouquin à fond, donc il connaît tout. Et souvent, il le lit la veille pour être sûr et certain de se mettre. Donc, il connaît tout. Il connaît tout le bouquin. Mieux que toi, presque. Alors, c'est top. Non, ça, c'est... Bon, mais c'est une question de finesse d'esprit, c'est une question d'analyse aussi. Ouais. C'est ce qui fait la personnalité de l'intervieweur aussi. Enfin, moi, j'en connais deux aujourd'hui qui sont vraiment du même niveau, de milieux différents, mais du même niveau. Il y a lui, et puis Alain Gravel au Québec, qui fait des émissions de la Radio-Canada du matin. Que tu as rencontré ici dernièrement. Oh, lui, il m'a fait devenir une star au Québec. Ah, d'accord. Quand tu dis aux gens, ils disent, ah, mais votre nom, ça me dit quelque chose. Alors, ouais, j'étais chez Alain Gravel au bal. Ah, ben oui, voilà. Mais bien sûr. Parce qu'en plus, alors, ça c'est mieux à mon avis que chez Eddie Kekelberg, c'est qu'en plus, eux maintenant, comme en Suisse d'ailleurs, ils font les interviews avec les caméras dans le studio. Et ils le filment. Et ils le mettent sur Internet. Voilà. Donc tu as l'interview comme si c'était en fait dans un studio télé. Un petit peu comme BX1 ici, hein, ouais, je pense. Hein. Voilà. Enfin, normalement, il n'y a que la RTBF pour pas le faire. Et ça, c'est assez génial. Et pour la petite histoire, j'étais au mois d'avril, j'ai fait comme tu as vu, j'ai fait mon topo au consulat de général de Suisse à Montréal. Et madame la consul a commencé sa conférence en disant, en fait, pour être honnête, je ne connaissais pas M. Zellweger jusqu'au mois de novembre. Et j'ai pris un taxi pour un rendez-vous, et le taxi s'est adressé vers moi en disant, écoutez madame, excusez-moi d'être impoli, mais vous avez un petit accent, vous venez de quel pays? Et elle lui a dit, écoutez, voilà, je suis de Suisse. Et puis il fait, ah ça alors, j'ai écouté ce matin votre compatriote Marc Zellweger à Alain Gravel du matin, il est génial. Elle raconte ça à tout le monde, tu vois. C'était très drôle. Et c'est là où c'est clair que des gens comme ça te donnent une... Et c'est tellement vrai que je suis donc allé à la ville de Québec au Salon du Livre au mois d'avril où j'ai jamais foutu les pieds avant. Mon hôtel était à 1,5 km du Salon des Congrès. Et tous les jours, j'avais 3 ou 4 personnes qui me croisaient dans la rue, comme chez moi à Lausanne. Ils me faisaient « Bonjour monsieur ». C'est drôle. À Bruxelles ce matin. À Bruxelles, j'arrive. « Bonjour monsieur ». C'est marrant. Et là, en l'occurrence, le chapeau et les lunettes, je peux te garantir. J'étais à la RTBF. Là, demain matin, je fais 2 interviews à la RTBF en direct. Et il y en a un qui s'est levé, il est venu, il me dit « C'est vous, Marc Zellweger, je vous vois demain ». Ah ben voilà. Parce qu'il a reconnu le chapeau et les lunettes. Tu ne t'as pas encore dit marque-page. Ouais, mais moi j'ai un K. Ah voilà. Toi, t'as un C. Il fait meilleur à Bruxelles, parce qu'à Québec, il faisait froid. Ouais, alors en plus, il a fait assez froid quand j'y étais. Et il a eu surtout 4 jours de pluie verglaçante. Ah oui. Et l'aéroport Trudeau a fonctionné par intermittence le soir où moi je devais prendre mon vol. Mon vol Québec-Montréal était retardé de 3 heures à peu près. Mon vol de Montréal-Genève a été retardé d'1 heure. On a quand même réussi à atterrir, on a réussi à décoller. Et les écoles ont été fermées tout le lundi. C'était vraiment très 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 froid. Le dernier assaut de l'hiver. C'est sympa. Là, dans le main, Guillaume te téléphonait. Ouais, exactement. Enfin, c'était Skype, c'était super. Non, ça c'était sympa. Mais il est très gentil, Guillaume. Et puis vous faites un bon binôme tous les deux. Ah, c'est gentil de dire. Non, je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Je l'avais dit, hein, de toute façon, si tu te souviens. Quel est ton programme pour l'été? Je bosse.
Tu as beaucoup de rencontres, beaucoup de... Non, non, de je bosse... non, non, alors, tu travailles. écoute, de toute façon, les dédicaces, ça s'arrête... ma dernière dédicace, c'est le 30 juin. J'ai un salon. Où j'emmène ma femme, d'ailleurs. C'est la rare fois où je l'emmène. J'ai déjà emmené il y a 2 ans, puis là, je dis, je t'emmène à nouveau. En Suisse? Non. Non, mieux que ça. Ouais. Elle, je l'emmène en Provence. Ah, d'accord. À côté d'Avignon, il y a le salon de Sablé. Et en plus, on a trouvé, c'est une Belge, une comptable d'origine flamande qui a acheté une maison là-bas. Elle est comptable dans une société, puis en même temps, elle a fait un bed and breakfast. Et puis, elle a une piscine. Donc, si tu veux, l'avantage, c'est que elle a l'expérience de la restauration. Donc, quand je suis pas là, je peux prendre la voiture pour aller au village, à 2 villages pour le salon. Puis Anne-Laurence, elle reste, et puis elle profite de la piscine. On a une très jolie chambre. Et puis Monica lui fait à manger le midi ou le soir. Et puis, tu vois, la soirée des auteurs, elle vient pas. Elle ne veut pas venir, elle n'aime pas. Et puis, du coup, elle mange toutes les deux. Et puis, ça nous permet de faire un break en couple pendant 4 jours, même si je bosse moi 1 jour et demi. Donc après le 8 juillet, j'ai fini les dédicaces. Je suis invité chez Gonzague Saint-Brice fin août. Je ne sais pas encore si je fais le salon du livre le livre sur le quai de Morges le dernier week-end d'août, début septembre, et puis après je pars en vacances. Mais de la semaine prochaine, fin de semaine prochaine jusqu'au 15 août, j'écris Les Espionnes numéro 2. Je suis dedans. Je suis déjà dedans. Tu parlais de Gonzague. J'ai vu qu'on organisait une mise en vente, aux enchères, ouais, de tous les biens, pour faire la restauration d'une maison d'écrivains qui vont réaliser là-bas. C'est une belle initiative. Hein, voilà. Et puis les sœurs, en fait, les sœurs de Gonzague ont décidé, dans la maison familiale, ils vont faire ça s'appelle Les auteurs auprès de Gonzague. Enfin, je ne sais plus, si tu veux, je pourrais donner le titre. C'est le dernier week-end d'août. Enfin, l'avant-dernier, c'est le 25, un truc comme ça. Et puis, ils m'ont proposé de venir. Je ne sais pas encore si je vais y aller ou pas, parce que... Je vais recouper tout ce que j'ai dit alors. Non, ça on verra. Hein. Tout ce que tu n'as pas dit, on va l'ajouter. Tu conduis? Bien sûr. Il y a des artistes qui ne conduisent pas parce qu'ils sont toujours dans leur pensée, dans leur... Non, moi je conduis. Non, mais il y a des gens, je connais pas. Ouais, non, moi je conduis. J'en connais pas mal qui ne conduisent pas. Hein. Mais donc tu conduis. Je conduis, mais c'est vrai que pour mon boulot d'auteur, comme ma femme prend la voiture, moi j'utilise beaucoup pour mes dédicaces les transports en commun. Ah oui. Puis c'est vrai que autant, tu vois, par exemple en Provence, on va descendre en voiture tous les deux, mais si je suis seul, je prends le train. Parce que je vois pas l'intérêt de polluer avec une voiture pour une personne seule. Ça n'a pas de sens. On a le grand privilège aujourd'hui, c'est le temps, c'est l'époque, c'est quoi? C'est peut-être le fauteuil aussi, tu n'es pas couvert. Cette image a été créée quand? Du chapeau? Oui. Alors en fait, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Quand j'ai sorti mon premier livre, qui était donc L'Envol des Faucons en grand format, je reçois de mon attaché de presse française un mail me disant que la radio suisse romande veut m'inviter pour le journal de radio du midi sur l'envol des faucons. Et de par mes fonctions précédentes, je ne souhaitais pas spécialement qu'on me voie. Et dans la linéa de l'attaché de presse, il y avait dit il faut envoyer une photo à la radio suisse romande. Et avec ma femme, on s'est regardé et on s'est dit on va faire comment?
Et le hasard de la vie, qui a anticipé le chapeau, c'est que je ne porte, à titre privé, jamais de noir. Et on avait été invité à un anniversaire où le dress code, c'était acheter un pantalon et une chemise noire. Et du coup, pour faire la photo, comme je ne voulais pas trop qu'on cherche à savoir qui j'étais, j'ai mis des lunettes à soleil et un chapeau que j'avais. Et c'est comme ça qu'est né le personnage visuel de Marc Zellweger, avec le chapeau et mes lunettes à soleil. Et puis on s'est aperçu qu'avec les lunettes à soleil, ça posait problème. Les gens se demandaient un peu qui j'étais parce qu'ils ne me voyaient pas. Et puis je me suis fait faire mes lunettes d'écrivain, qui sont vraiment mes lunettes, mais que j'utilise pour tous mes déplacements. Par contre, à la maison, j'utilise assez peu. J'en ai d'autres. Donc ça fait partie de l'image, quoi. Ouais, c'est l'image de Marc Zellweger. C'est un avantage, c'est que j'arrive dans un salon, tout à l'heure à la RTBF, j'ai un journaliste qui me fait « Ah, bonjour !» parce que j'avais le chapeau. Donc, tout comme notre ami Yann Manouk a son béret, moi j'ai mon chapeau et mes lunettes. Ça m'amuse. Chacun a son petit look, c'est vrai. Ouais. C'est une image de Marc, c'est vrai que c'est très important. Amélie Nothomb a son chapeau. Exactement. Voilà. Nous avons notre ami Patrick Delperdange qui est toujours tout en noir. Exactement. Oui, il y a des images qui existent comme ça. Marc Page, que tu connais peut-être, lui il est toujours avec son pas. Marc Page. Ouais, Marc je connais un tout petit peu. Il m'a copié avec le chapeau. Je sais pas si on s'est connus avec le chapeau. Ouais. On avait chacun notre. À part qu'ils ne viennent pas du même endroit. Moi je l'ai acheté chez moi à Lausanne et toi tu l'as acheté à Montréal. Là j'ai mémorisé. Oui, c'est un souvenir. Il commence, je ne sais pas ce qui se passe, mais il commence à craquer sur le dessus. Est-ce que je devrais l'humidifier? Oui. Non, tu dois le mettre. Alors il faut le mettre 1 ou 2 fois par année dans la salle de bain avec de l'eau chaude. Ah d'accord, voilà. Mais il ne faut pas le mouiller, hein, c'est la vapeur. C'est la vapeur d'eau. Par contre, il faut que tu fasses gaffe parce que moi je l'ai fait récemment. Et en fait, je le fais sur le ruban noir, ça laisse une trace d'humidité. Ça laissait une petite marque là. Oui. Enfin, Mais moi j'aime bien cette image maintenant. Les gens sont attachés. Moi c'était une question de peau, une nécessité, une recommandation de me protéger du soleil, quoi. Donc je devais, non pas en hiver avoir le béret, mais en été je devais avoir quelque chose. Et c'est comme ça qu'est devenue la nécessité du chapeau. Oui, mais c'est en même temps une image de marque. Oui, c'est devenu une image de marque. Et de toute façon, c'était assez amusant parce que, et j'ai toujours la photo à l'époque, donc j'étais sur la plage à Knock, et mon fils avait pris 36 photos. Et comme il est très fort en graphisme aussi, à un moment donné, donc il faisait des dessins, des graphismes, tous ses copains. Et il m'a sorti une photo que tu connais, qui sert sur les t-shirts et sur la carte de visite. Il a créé. Et puis je dis, tiens, tout compte fait, ça pourrait me servir de logo pour le travail de blogueur. Et c'est comme ça que c'est fait. Parce qu'entre-temps, il avait une ligne de t-shirts aussi, parce que ses dessins étaient reproduits sur t-shirt. Et il m'a fait faire une série de t-shirts. Et hop, j'ai reçu mes premiers t-shirts avec le logo que David avait fait. Donc c'est amusant, quoi. Mais moi je signe, comme tu sais, je signe mes livres avec mon chapeau. Oui. C'est devenu ma marque de fabrique. Oui, c'est ça. Et bien souvent, quand on est en ville, ou bien dans une petite réunion mondaine, entre guillemets, qu'on n'a pas le chapeau, les gens te disent on hésitait, parce qu'on vous connaît mieux avec le chapeau, quoi. C'est vrai. Ouais, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Oui, c'est amusant, quoi. Alors bien souvent, je le retire parce que je préfère que le personnage assume lui-même et pas le chapeau, quoi. Alors moi, pendant très longtemps, je ne retirais pas le chapeau. Oui. Et puis c'est clair que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu es dans un salon, par exemple, on se retrouve à plusieurs à manger le midi. Et puis moi, je ne vais pas manger avec le chapeau sur la tête. Donc il y a des gens qui ont pris des photos. Et du coup, on a vu mon visage sans mon chapeau. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris l'habitude de retirer mon chapeau quand j'en ai envie. Et du coup, il y a des clichés où on me voit avec le chapeau, des clichés où on me voit sans le chapeau, mais de toute façon avec les lunettes. Et voilà. Les lunettes sont un outil important, me semble-t-il. Oui. Alors je peux dire qu'on les a cherchés avec perspicacité. Ah oui. Mais de toute façon, je dirais qu'en discutant de ça, on déflore le sujet que malgré tout aujourd'hui, quelle que soit la qualité du roman et du romancier, la communication a pris énormément le pas sur un livre.
Et si on prend Eric, tu as parlé de l'auton, mais Eric Emmanuel Schmitt, il travaille son image. Il est toujours, moi j'ai encore vu à Québec au mois d'avril, il est toujours à 4 épingles, il est toujours... Oui, comme s'il sortait rasé de frais toujours. Exactement. Et moi j'ai discuté avec des copains auteurs qui ne comprenaient pas et qui se rendent compte que maintenant, la communication... Il y a un look qui doit se faire, il y a une communication qui doit se faire, il y a une présence qui doit être assumée. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Oui. Comme les interviews. Oui, tout à fait. Tu dois faire des interviews. Mais il y en a qui sont réticents, ça. Ouais, mais ils sont peut-être pas bons parleurs non plus. Oui, mais en l'occurrence, ça sera difficile après, tu vois. Moi, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, tu dois pouvoir parler en public, tu dois pouvoir parler avec les gens, tu dois tenir... Non. J'ai assisté, je connais quelqu'un qui, en France, qui a dit un jour à un journaliste, pourquoi vous me posez des questions auxquelles je ne veux pas répondre, tu vois. C'est pas très bonne interview. Non, et pourtant, chaque journaliste essaye d'avoir quelque chose... oui, l'exclusivité, la révélation, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que l'auteur a bien souvent un discours qui est rodé, qui est parfois lassant pour le lecteur ou la personne qui va scanner, qui veut revoir, c'est qu'il entend débiter toujours les mêmes réponses aux questions parfois différentes. C'est toujours le même discours qui revient. Et ça, je pense que beaucoup d'auteurs devraient faire un effort de ce côté-là, à ne pas avoir un discours stéréotypé pour la présentation de leur ouvrage. C'est pas toujours évident, ça je sais. Mais alors moi, je vais te dire sincèrement, je ne me pose pas cette question. Parce que j'avais jamais fait de télé jusqu'à il y a 3 ans. Et je ne savais pas du tout si j'étais capable de le faire, si je serais pas trop mauvais. Et puis quand j'ai vu les premières télés, j'étais assez surpris. Et on m'a souvent posé la question comment je vivais ça en étant dedans. Et ce qui m'a quelque part sauvé, c'est que en fait l'objectif ne m'intéresse pas du tout. Et je n'ai pas moi-même, de l'autre côté, je n'ai pas d'objectif quand je rentre dans un studio. Donc j'y vais vraiment comme un nouveau-né en ne me posant aucune question et je me laisse toute l'attitude devant moi. Donc j'ai rien de préparé. Donc l'interview que je peux faire maintenant, si on m'en fait une dans une demi-heure ou dans une heure, ce sera absolument pas la même. Parce que ça dépendra de mon état de fatigue du moment, de mon interlocuteur du moment, des questions qu'il va me poser, du cadre qu'on va me poser, qui va se présenter à moi. Et donc, j'ai aucune interview préparée. Donc elles sont systématiquement naturelles et je ne m'occupe pas du tout de l'objectif, je m'occupe de ce que l'autre me pose comme question, ou sa mimique, ou ce qu'il me transmet comme émotion. Et du coup, des fois ça va aller dans un sens, des fois ça va aller dans un autre, mais je ne sais pas du tout où je vais. Et ça c'est sympa. C'est très sympa. Une interview avec Marc Page, c'est pas une interview avec Eddie Kekelbergs, c'est pas une interview à Radio Judaïka de tout à l'heure. Elles sont toutes, de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'en ai fait 4, aucune n'est pareille. Tu as été fragile de la rentrée littéraire. Et c'est vrai que des auteurs disent, et je prends le cas ici sans le citer, mon livre a été un accident industriel. C'est-à-dire que l'éditeur, la maison d'édition, table sur un auteur connu pour faire un tam-tam autour d'un ouvrage qui va sortir, il décolle bien, il fait partie pendant quelques semaines des meilleures ventes, il se casse la figure. En attendant, il a fait partie des meilleures ventes. Comment peut-on, en tant qu'éditeur, parce que je m'adresse maintenant à l'éditeur, contrôler ce triste phénomène? Comment dire ça? Moi, je me pose pas ces questions. Non, mais ça existe, c'est de la finance. Oui, mais je me les pose. Si tu veux, là, de ce côté-là, je me pose pas ces questions parce que... Comment dire? Moi, je prends les choses comme elles viennent. Alors, j'essaye, quand tu lances un livre, que ça soit le tien, que ça soit celui d'un auteur, tu fais comme le cordonnier, tu essayes de faire du bon boulot. Donc, tu tailles ta semelle comme il faut, tu grattes la semelle de départ, tu fais tout ton
on travaille le plus sérieusement possible. Donc pour le bouquin, tu travailles le texte avec l'auteur, tu travailles la finition, le format, la couverture, toute la partie communication. Mais après, ça t'échappe, le livre échappe. Et moi, je suis assez fataliste par rapport à ça. Alors, il est clair que si les médias ne s'intéressent pas au livre, si l'auteur ne fait pas ce qu'il faut non plus, l'éditeur ne fait pas ce qu'il faut au niveau des médias, de toute façon, au-delà des 2 mois de sortie du livre, le livre, il est fini. Il est fini, terminé. Donc, comme je disais à mon attaché de presse de ce midi, je vais résumer mon travail d'auteur, mais d'éditeur aussi, de ces 4 dernières années, parce qu'en septembre, ça fera 4 ans. En fait, moi, j'ai joué au Lego. Donc, il y a 4 ans, je me suis retrouvé avec mon premier livre et ma première brique de Lego. Et j'ai simplement, pendant 4 ans, essayé d'ajouter brique par brique et de construire la maison d'édition. Et quand même, c'est assez rigolo de se dire qu'on est en train de se restructurer complètement aujourd'hui. Qu'on sera entre 10 et 12 auteurs de polar, thriller, suspense, tout ce qu'on veut pour 2019. Vraiment des jolis projets qui sont en train de se monter en ce moment. J'ai une éditrice qui rentre dans la maison d'édition, j'ai une coordinatrice qui va prendre toute la partie communication et salon, mais ça s'est construit quand même pendant ces 4 années, grâce à mes briques de Lego, auxquelles je tiens. Alors, il y a des livres, on ne sait pas pourquoi ils vont marcher, il y a des livres, on pense qu'ils vont marcher, qui ne vont pas marcher. J'ai des très 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 bons copains dans le milieu du polar qui ont eu des succès colossaux et qui a tel bouquin, pour des raisons X, Y, Z, ça n'a pas été le cas. Et là, je pense qu'il faut à la fois accepter ces up and down et en même temps se poser des fois des questions personnelles. Est-ce que j'étais à côté de la plaque? Est-ce que j'ai sorti le bouquin? Si on prend l'exemple de Srinagar, que je viens de remettre tout à l'heure, franchement, j'ai eu de la peine à l'écrire. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je suis à côté de la plaque ou pas? Et puis, tous ceux qui l'ont lu en avant-première, dont mon épouse, qui lit toujours mes romans, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va penser? J'ai fait de la théorie, j'ai fait trop machin. Et puis que ça soit elle, que ça soit d'autres personnes qui ont lu le manuscrit, ils m'ont dit, c'est ton meilleur. Oui, moi je le trouve aussi. Alors, voilà. T'as l'impression, moi quand j'ai fini Srinagar, qui est mon 6e livre finalement, je me suis dit, ouais, est-ce que je suis pas à côté de la plaque? Et puis les gens qui connaissent mon travail, que ce soit Marc Page, que ce soit Isabelle Stollen, que ce soit mon épouse, m'ont dit, mais il est top ton bouquin, c'est le meilleur que tu aies jamais fait. Ben voilà, ça t'échappe, à un moment donné ça t'échappe. Est-ce que ce sera un succès en librairie? J'en sais rien, puisqu'il vient de sortir. J'en sais rien. Je me sens juste très confortable de l'avoir écrit. Je suis très heureux que des gens comme Eddie Kekelbergs de la RTBF, pour qui j'ai beaucoup d'estime, veuillent se jeter dessus ce week-end, parce qu'il l'a reçu tout à l'heure. Après, ben, ma foi, on verra. On verra. Je crois quand même, quand je parle de Lego, c'est pas uniquement par souvenir d'enfant, c'est que c'est quand même assez rare les histoires à la Joël Dicker qui tout d'un coup percent au premier, et puis que tous les médias se mettent derrière. Dans la littérature, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et les gens, souvent, ils ont percé au 5e, 6e, 7e. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un travail de fond. On découvre qu'il y avait d'autres livres avant et on s'intéresse à l'œuvre en général d'un auteur. Et moi, je m'inscris, en tout cas en tant qu'auteur, je m'inscris plutôt là-dedans. Et quand j'ai mon envol des faucons, quand il s'agit de mettre en poche, moi, je sais que ma femme m'avait dit, mais comme tu as beaucoup évolué maintenant, pourquoi tu le retravaillerais pas pour la version poche? Et je maintiens encore 3 ans après, mais je ne veux pas effacer ce que j'étais il y a 4 ans ou 5 ans. Ouais, ça, donc,
j'étais quelque part, avec l'envol des faucons, un apprenti écrivain par rapport à aujourd'hui, et où je pense avoir une certaine bouteille, mais je ne renie pas ce passé. C'était un apprentissage. Ce qui me fait encore plus sourire aujourd'hui, c'est que j'ai des tas de gens qui l'achètent. C'est un de mes livres phares aujourd'hui, encore, alors que c'est le numéro 1 de mon travail, et beaucoup de gens disent « je l'adore ». Donc je me dis finalement, avec tous ces défauts que je verrai aujourd'hui, j'ai des gens qui l'aiment et qui me découvrent et qui me disent « ah mais je les ai tous ». Je les ai tous. Et c'est pour ça que je parle de Lego, parce que les Lego, c'est jamais que les briques de la maison. Et avec 6 livres d'écrits, ben, j'ai constitué une petite maison dans le polar, d'espionnage. Moi, quand j'ai fait donc en avant-première, souviens-toi, ça m'a interpellé, parce que c'est vrai, il est excellent, et c'est déjà nous mettre, je vais dire, dans l'attente de quelque chose, alors que le précédent vient seulement de sortir en version papier. Alors, on voit là qu'il y a une différence dans le sujet, dans le style aussi, c'est surtout dans le sujet, dans le style, et je veux dire, en tant que blogueur, qui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir exprimer, devoir se taire, c'est pas toujours évident non plus, quoi. Devoir cacher un nouveau récit qui va bientôt sortir. Ah ouais, non, mais ça c'est clair. Ça mais c'est amusant, quoi. C'est amusant de voir qu'il y a quelque chose qui est là en gestation, il y a un œuf qui est en train qui vient d'être pondu, qui est en train d'être couvé, il est là, tu le découvres. Mais là maintenant, tu as le droit d'en parler. Maintenant, je ne peux pas d'en parler. Voilà, ça c'est super. Ça. Mais justement, alors, ce qui est très drôle, c'est là où comment expliquer ça? Je me suis rendu compte que je m'assumais pleinement comme auteur avec le Srinagar, dans le sens, comme tu l'as très bien compris, c'est un tournant dans mon travail. Donc j'avais besoin, au bout de avec le 5e de la série du réseau Ambassadeur, j'avais besoin de respirer. Donc, je ne sais pas du tout, contrairement à ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas marqué quel sera le prochain. Et moi-même, aujourd'hui, je ne sais pas du tout quand sortira le prochain de la série Réseau Ambassadeur. Alors comment peux-tu gérer, parce qu'il y a cette série-là, comme tu dis, il y a les espionnes, qui est autre chose, tu vas devoir y revenir aux espionnes. Je suis dedans. Tu es dedans. Et comment on peut gérer ça, deux styles d'écriture, ou bien deux sujets différents Alors ça a été la problématique. Si je ne m'étais pas engagé dans Srinagar, rien que dans le titre, sur les espionnes, j'aurais fait les espionnes tout de suite derrière. D'accord, oui. Et là, j'avais de la peine. J'avais beaucoup de peine parce que l'accouchement quand même des espionnes avait été difficile. C'était quand même une période difficile. Enfin, c'est une période noire. J'ai touché en plus une zone dont on n'a pas beaucoup parlé, de la Suisse et de la résistance française en 1940, dont peu de gens ont parlé. Mais je pense que c'était salutaire aussi que je fasse Srinagar quand même. Et j'ai eu raison de Srinagar, autant tous les autres étaient intellectuellement réfléchis. Srinagar, je savais qu'une chose, c'est que je voulais parler des armes atomiques de l'Inde et du Pakistan au départ. Et puis, après, je me suis dit, mais quand même, avec tout ce qui se passe en ce moment, dans le monde entier, avec l'arrivée de Trump qui est, comme d'ailleurs je le dis dans le livre, est comme un éléphant dans un magasin de cristal, j'ai ressenti le besoin de suivre mon feeling, de dire il faut que je parle de tout ça. Et c'est comme ça que finalement, quelque part, je fais un roman d'espionnage en plein dans l'actualité et qui est en même temps un tour d'horizon de ce qui se passe, du chaos dans lequel on vit aujourd'hui. Et je me suis senti finalement assez confortable. Quand j'ai dit à ma femme, il ne fera pas 300 pages comme d'habitude, elle m'a regardé. Oh, puis j'ai dit, bah écoute, il fera ce qu'il doit faire. Et puis, en fin de compte, quand je l'ai lu et relu dans les corrections, je me suis dit, mais il tient la route. Alors pourquoi faire plus que 265 pages? Il fait ce qu'il devait faire. Et l'avantage, c'est que j'ai l'impression d'avoir tourné une page du réseau Ambassadeur, tout en me laissant
tout ouvert pour ce qui se passera pour la suite. Et je ne sais pas du tout, sauf que je sais que j'ai déjà envie de réécrire une suite. Je sais que j'ai envie d'écrire une suite, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand elle sortira. Mais parce que je voulais aussi me donner le temps de respirer. C'est important, à un moment donné. J'ai quand même un emploi du temps à l'heure actuelle qui est plein jusqu'au 24 décembre. Tu te ménages des temps d'écriture? Alors j'écris tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc, tous les jours. Une fois que j'ai commencé, si tu veux, quand j'ai fini un livre, je sais en principe de quoi je vais parler dans le prochain. Donc, je pars sur mes recherches. Qui prennent le temps qu'elles doivent prendre. Pour les espionnes, elles ont pris 18 mois. Donc il y a 2 livres qui sont sortis presque en même temps, à ce moment-là. Mais je prends toujours du temps. Pour le Srinagar, j'ai pris du temps. Et si je prends l'exemple de celui d'avant, Extrême Préjudice, c'est là que j'ai sorti des trucs cachés par la CIA et des trucs comme ça. Donc à ce moment-là, mon storyboard que je dois écrire, parce que je suis mon storyboard comme pour un film, bah, du coup il va changer. Et Srinagar, bah, il change. Il change suivant ce que je trouve. Mais la phase de recherche est très importante pour moi, encore plus pour les espionnes, parce qu'il y a une partie historique. Mais même dans les domaines que je connais bien, des fois il y a des trucs que je ne connais pas, ou des trucs secrets qui sortent et que je trouve et qui m'intéressent. Mais quand changes-tu de veste et deviens-tu l'éditeur qui a des réunions, qui doit discuter d'une prochaine, on prend tel auteur, on va le travailler, on va faire des corrections, on va s'intéresser. Alors en fait je me suis simplifié la vie parce que j'ai pris d'emblée 2-3 auteurs qui avaient déjà écrit, comme Jean-François Pré et Georges Brault. Et, tu as créé un staff autour de toi pour ça? Alors non, là au début non. Au début, au début j'ai fait le one man show. Et c'est maintenant que j'ai un staff qui rentre. Parce que si tu veux, en fait, je me suis simplifié la vie. Les 2 premières années, j'étais tout seul. La 2e année, Georges Brault est rentré. Et en fin d'année, Jean-François Pré est venu. Et puis en même temps, j'avais signé un contrat exclusif de vente de 3 Québécois sur le sol européen. Et j'avais récupéré les droits du plus grand éditeur québécois, avec qui on a eu assez rapidement une divergence fondamentale de travail, dans le sens où ils s'en foutent complètement. Et du coup, le contrat a été arrêté l'année dernière, au mois d'avril, mai, et j'étais assez content que ça s'arrête. Cette année, c'était une année un peu intermédiaire, puisqu'on a changé de diffuseur et distributeur en France et en Belgique. Donc on a tout ce qu'on devait faire en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2017 a été décalé sur 2018 pour la France et la Belgique. Et par contre, on repart sur une année pleine en janvier 2019. Donc là, on est en train de préparer la rentrée. C'est pour ça que j'ai une éditrice maintenant, avec des auteurs de talent qui sont en train d'arriver. Donc c'est un challenge qui me plaît, parce que moi maintenant, je vais m'occuper de la direction générale des éditions, au trouble. Par contre, j'ai quelqu'un qui s'occupe du management des ouvrages et des auteurs. Puis j'ai quelqu'un qui s'occupe de l'opérationnel de tous les jours, relations avec les attachés de presse, relations des services presse, des blogueurs, des salons. Et moi, j'ai qu'à donner mes guidelines sur l'ensemble et que tout fonctionne. Et on veut pas dépasser. On aura une dizaine d'auteurs l'année prochaine, et on ne veut pas aller au-delà. Parce que ce qui nous intéresse, et d'ailleurs c'est très drôle, parce qu'il y a plusieurs auteurs qui étaient auto-édités, qui se sont présentés comme candidats, et qui vont rentrer chez nous, parce qu'ils veulent rentrer dans une famille du polar. Et nous, on ne veut pas excéder une famille de 10 membres, 12 membres, ce qui en gros, l'idée étant d'avoir une nouveauté par mois, en fait. Il y aura bientôt un Belge, souviens-toi, on t'a déjà proposé un tapuscrit, et dont tu as fait, je vais dire, certaines remarques très pertinentes, dont l'auteur a pris note. Ah ouais? L'auteur a pris note, donc il a retravaillé selon tes directives un petit peu. Non. Si.
Et alors, il sera peut-être là ce soir. Ah, j'espère. Oui, ça fait que ça, j'ai un plaisir. Mais seulement, il donne cours ce soir jusqu'à 9h, 9h30. Il m'a déjà donné le tapuscrit corrigé. Et Non. revu. Ah oui, il a fait un travail incroyable. Ah oui, d'après les directives, tu as été très net dans ce que tu avais dit. Donc, il a tout retravaillé. Ça lui a pris 6 mois de travail d'écriture, de réécriture, en tenant compte des directives que tu avais suggérées, et qui étaient très pertinentes, m'a-t-il dit. Qui étaient très pertinentes. Donc, paire de ciseaux, retravailler le texte. Ah, c'est cool. Alors, tu verras, voilà. Donc on espère, on croise les doigts, petit Belge, qu'il y ait un jour dans ta maison d'édition un Belge percutant qui sera la révélation de l'année prochaine. Mais si tu veux, moi, ce que je souhaite dans les éditions au trouble, si tu veux, j'ai des copains en Suisse qui ont créé le club des auteurs de polar romans. Ils auraient pu dire aussi le club des auteurs de polar des Chalands, tu vois, ou du cul de Lausanne. Et moi, on m'avait invité à un débat là-dessus. Et puis moi, j'ai dit, écoutez, d'abord, j'écris pas des polars, j'écris pur, j'écris du polar d'espionnage. Et puis, oui, je suis suisse roman, oui, je suis fribourgeois, je le revendique, mais je suis francophone. Et ce qui m'intéresse dans l'édition au trouble, c'est ça, c'est la francophonie. Donc, si j'ai un Québécois qui doit m'envoyer un tapuscrit, avoir des Français, des Belges, des Canadiens, pourquoi pas un Tunisien, moi je serais très content qu'il y ait une diversité ce serait beau. de culture, une diversité, ça fait partie des contingences. Tu parlais de mon rôle dans la maison d'édition, avec Isabelle qui est ma nouvelle éditrice, je dis voilà, aujourd'hui on est 2 à faire de l'espionnage, Georges Brault et moi. On a Jean-François Pré qui fait plutôt du polar classique avec un commissaire de police. Qu'on en ait 1 ou 2, pourquoi pas. Mais ce serait bien qu'on ait du pur thriller, même du gore. Ce serait bien qu'on ait du médical ou de l'historique. On a un nouveau qui arrive au mois de novembre qui fait de l'ésotérique. Un peu à la Da Vinci Code. Donc, et qui est corse. Donc, je trouve ça sympa d'avoir une palette de genre, une palette de personnalité, d'origine, tout ça autour de la francophonie, puisqu'on refuse de traduire des livres. Voilà, oui. Donc, le fameux auteur que je soupçonne s'appelait Philippe. Oui. Il portait le même prénom que quelqu'un que je vois un peu plus loin. Et qui connaissait bien la Suisse, il a travaillé en Suisse pendant quelques... Oui, je sais. Je serais ravi. Oui. Mais, ce qui est bien, ce qui est d'autant mieux, c'est que son manuscrit sera remis à Isabelle dès vendredi. Et donc... c'est bien qu'il y ait une autre personne en dehors de l'amitié éventuelle qu'il y a entre les 2 interlocuteurs que nous avons maintenant, c'est qu'il y ait une tierce personne qui le prenne en main. Mais là, il y aura une objectivité. Disons que c'est ça, si tu veux. Si j'ai un auteur qui m'avait envoyé un livre qui était le tome 2 d'une série, et il l'envoyait à l'auteur-éditeur. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision de restructurer la société. C'est qu'il m'est arrivé plus d'une fois ces derniers mois et années d'avoir de temps en temps un peu de conflit avec certains de mes auteurs qui se disaient « Ouais, mais parce que tu es le patron, en fait, tu as tout pour toi et pas pour nous. » Ce qu'ils oubliaient juste, c'est que moi, je bosse à peu près 12-14 heures par jour et ce n'était pas forcément leur cas, notamment au niveau de la communication. Ils ont enfin réalisé la chose. Et moi, je me suis dit, mais maintenant, j'ai plus envie d'être confronté à ce genre de situation, de comparaison. Toi, t'as ci, moi, j'ai pas ça. Et avec un certain, quand même, de temps en temps, manque d'objectivité. Et si je prends l'exemple d'un auteur qui m'avait envoyé son livre, le tome 2 d'une saga, puis au bout de 20 pages, je lui fais mes remarques, comme je l'ai fait au fameux Philippe. Sauf que Philippe, il n'était pas encore candidat vraiment définitif. Il voulait un avis. Là, on m'a dit, ouais, mais en fait, non, vous comprenez rien à rien. Et on a commencé à me faire des grandes explications que j'avais rien compris au film. Et puis là-dessus, j'ai dit, mais j'aimerais bien avoir le 1.
Et puis j'ai dit, ouais, de toute façon, ça m'intéresse, je voudrais qu'on publie. Mais j'ai donné le livre il y a quelques temps à ma nouvelle éditrice, qui a fait 2 pages d'analyse, comme moi j'ai fait pour Philippe. Et honnêtement, je ne sais pas si j'étais pas plus tendre encore qu'elle. Mais quand j'ai forwardé samedi matin, en rentrant de Thaïlande, j'ai forwardé le commentaire à l'auteur concerné, sachant qu'il voulait savoir comment on allait travailler avec le tapuscrit. J'ai dit, bah voilà, comme promis, voici le retour de l'éditrice externe. Ce n'était donc plus Marc Zellweger, l'auteur, c'était un avis externe. Et comme par hasard, elle dit d'une part la même chose que ce que j'avais dit avant, mais comme elle est externe, ça a plus de poids aussi. Il a entendu le message. Voilà. Et quand, après, j'ai dit, bah voilà, maintenant, je mets Isabelle en copie, et comme on dit en bon allemand, demerden Sie sich, ils travaillent ensemble depuis 3 jours, et comme par hasard, la mayonnaise, elle fonctionne. Parce qu'il n'y a pas l'auteur-éditeur, il y a l'éditrice avec son poulain. Voilà. Et du coup, ça marche. Voilà, oui, et l'avantage, c'est que moi, je vais retrouver tous ces gens plus tard dans les salons en tant qu'auteur, certes propriétaire de la maison d'édition, mais je serai un auteur comme eux. Et ça, c'est bien d'avoir changé et d'avoir rééquilibré les casquettes. Mais il fallait que ça se fasse à un moment T. Et puis, il faut trouver les gens en qui on a confiance. Tu vois. Et là, maintenant, c'est fait. Tout comme je voulais plus de conflits gratuits, tu m'as pas inscrit à tel salon, bah oui, mais ils veulent pas de toi, je fais quoi? C'est pas évident à gérer. Ils me veulent moi, mais pas toi. Parce qu'en plus, bien entendu, c'est toujours à sens unique, hein, quand même. Donc, moi, il y a des salons où ils ont été invités, on n'a pas voulu de moi. Mais voilà, c'est la vie. Et je suis content pour eux. Mais au moins, moi, je prends du recul, je suis l'éditeur, certes, mais en fait, je ne suis plus l'éditeur, je suis propriétaire. Comment fonctionne le premier tirage? Qui décide de la quantité? Sur quels critères peut-on se baser dans une jeune maison d'édition pour ce genre de risque? Bah, figure-toi qu'en fait, c'est un faux risque aujourd'hui. Dans le sens où je pense que, moi comme d'autres, je n'aurais jamais monté la maison d'édition il y a 4 ans si le monde de l'imprimerie n'avait pas changé ces 5-6 dernières années. Moi je me souviens, encore avant de commencer... J'avais une mise en route minimum de... Voilà. J'avais demandé à une maison française frontalière qui bossait pour une maison suisse, et c'était 5000 exemplaires, et ou 3000 exemplaires minimum, et on arrivait à des prix de cinglés de 5 € le bouquin, à 5000 exemplaires. Ce qui est énorme, hein. Ouais, c'est de la folie. Et puis on avait du digital à 7 € à l'époque. Aujourd'hui, il y a, je dirais en Europe, il y a une dizaine de maisons qui sont capables, bon, peut-être même plus, mais il y a une dizaine de maisons qui sont capables de bosser avec des même 50-100 exemplaires à des prix tout à fait abordables. Moi je vois, on avait le cas d'un de nos auteurs qu'on a lancé en Suisse d'abord, et qui n'a pas percé sur le marché suisse dans un premier temps. Donc les précommandes des librairies étaient assez faibles. On a fait un tirage de 120. Et en qualité digitale, mais personne ne peut le voir. C'est impossible. Donc on l'a fait chez un de nos fournisseurs. Et si je prends l'exemple, que ce soit en Suisse ou en France, on sait quelle sera la mise en place. Bon, on me dit, voilà, écoute, à ce jour, on sait qu'on en est à 1200 d'engrangés en commande ferme. Donc calcule d'en faire 2000. Donc c'est ce qu'on fait. Et je vois, on est à l'heure actuelle à un taux d'erreur ou de retour qui est de 0 pour moi, par exemple.
J'ai même plutôt un taux de retour de moins 10%, parce que j'en vois encore derrière. Et puis pour d'autres, où l'image est encore implantée plus longuement, où on a un taux de retour de 7-8%. C'est un bon quota, ça, hein. Sachant qu'en plus, quand les auteurs commencent à faire de la communication, ce qui est le cas pour celui auquel je pense, automatiquement, décolle, on a les retours qui viennent, mais ils nous servent de stock pour les nouveaux salons. Donc en fait, on va être vraisemblablement à un taux de retour de 0. Parce qu'on arrive à quasiment coller au marché. En Suisse, c'est combien de temps le droit de retour C'est 1 an. 1 an. C'est bon, ça. Mais c'est la même chose en France. Hein, oui, parce que bon, en Belgique, on avait parfois 6 mois. Après 6 mois, tu devais te décider, tu le gardais. Non, c'est 1 an. 1 an. C'est la grande difficulté, et c'est ce que beaucoup d'auteurs ne comprennent pas toujours quand je suis en salon. C'est la grande difficulté, parce que moi je l'ai vu quand on avait changé de distributeur il y a 3 ans en arrière. Quand les gens ont entendu qu'on changeait de distributeur, Ayuto, puis tout le monde qui gardait un bouquin en disant on verra bien plus tard, tout d'un coup se sont réveillés, puis on se retrouve, alors on avait vendu, j'ai une bêtise, hein, mais on avait vendu 500, on était très contents, puis en réalité on avait vendu 50, parce qu'on a eu 450 qui sont rentrés en un mois. D'où ces problèmes de délai, de paiement, ces problèmes de chiffres qui sont assez compliqués, parce qu'on a pratiquement 18 mois dans les dents. Il faut dire les choses. Et des fois, certains, quand j'entends des conversations de couloir avec mes copains auteurs, ils pensent que les éditeurs les spolient un peu, mais c'est vrai qu'on est les derniers payés. Oui, c'est vrai que bon, il y a les droits de retour, il y a la gestion aussi de la distribution qu'il faut payer tous ces gens-là aussi, et c'est vrai. Non, mais ça, ils se payent en premier. Hein, oui. Ils se payent en premier, si tu veux. C'est quand même les libraires qui se payent en premier. Après, c'est les distributeurs, et puis après, les diffuseurs. Puis après, c'est les éditeurs et après les auteurs. C'est parfois ça qui surprend l'auteur, c'est qu'il doit attendre 1 an et demi pour faire les comptes. Quoi. Et d'autant plus qu'on peut avoir dans certains cas des sacrées surprises. Et moi, je me vois pas tout d'un coup demander, j'ai n'importe quelle bêtise, hein, mais 10 000 € à un auteur, parce qu'en fin de compte, on a eu des retours. Oui, parce que c'est irrécupérable. Irrécupérable. Marc, je suis bien content de t'avoir reçu chez moi pour cette petite conversation. C'est moi qui suis content. Et je pense qu'on va rebondir sur autre chose ce soir lors des roulades littéraires corsées. Je me réjouis. J'ai fait tout ce trajet pour me rouler dans la salade corse. Voilà. Merci à toi.